Je m'appelle Martin Solveig, je suis un artiste de musique et c'est Jean-Baptiste Hironde qui va se présenter rapidement. Fondateur d'MWM, leader des applications musicales et créatives dans le monde. Alors on est venu vous voir pour vous parler de French Touch et en fait on est en se posant la question faut-il y croire, et un peu pour vous dire que nous a priori on y croit, mais je ne pouvais pas rater l'occasion, elle était trop belle pour moi de parler, slide suivant s'il vous plaît, merci. On a choisi un thème qu'on aimait bien tous les deux. Je pouvais pas rater cette occasion de vous parler des Daft parce que, bon, évidemment, déjà, je suis un énorme fan, comme peut-être beaucoup parmi vous, mais je crois qu'ils ont vraiment renversé la table, ils ont vraiment changé la donne et ils ont changé définitivement l'image que l'étranger, que le monde entier a sur la scène musicale française. Musique électrique, musique électronique et même les musiques en général. J'oublie pas Air, Cassius, Phoenix et Laurent Garnier et plein d'autres qui ont largement contribué aussi, mais les Daft, ils ont un truc en plus. Et sans locomotive, pas de train, j'ai tendance à me dire, et pour moi, c'est une très grosse locomotive. Et je pense qu'on a besoin de créer des champions français dans la musique et aussi dans d'autres secteurs. Et donc, je vais en tout cas essayer de vous dire pourquoi je trouve que les Daft changent tout et pourquoi ils sont particulièrement inspirants. Évidemment, d'abord parce qu'ils ont un talent unique et hors norme, et ça ne sera pas facile d'avoir des talents à ce niveau-là, mais s'il y a un truc qui est certain pour moi, c'est qu'en France, on a du talent et on n'en doute pas vraiment. On nous le reproche même parfois d'ailleurs, d'un peu trop y croire et d'un peu trop le dire, mais la réalité, c'est qu'entre Jacques Mus, Alain Ducasse et Cédric Villani et tellement d'autres exemples, on a la série 10% qui a gagné un prix la nuit dernière aux États-Unis. On sait qu'en France, on a du talent, mais les Daft Punk, c'est pas que le talent, c'est deux autres choses, et c'est ces deux autres choses dont je veux particulièrement vous parler. La première, c'est la rébellion. La première, c'est cette remise en question totale de absolument tout, les règles, les normes, et cette espèce d'esprit vraiment punk, dans Daft Punk, il y a punk, cet esprit vraiment punk dans l'approche de faire de la musique et croire qu'on peut faire les choses complètement différemment. Alors, ils l'ont fait à tous les niveaux, ils l'ont fait d'une manière hyper visible avec leur musique, dont le format ne répondait pas du tout à la structure de la pop, qui était imposée depuis les Beatles à peu près. Et eux, ils ont fait une musique pas du tout pop, dans son format, dans son style, dans ses sons, qui pourtant a été programmé, surprogrammé par les radios pop. Ils l'ont fait évidemment, et ça tout le monde l'a compris, dans leur image, dans le fait de ne pas se montrer, dans le fait d'inventer des avatars. Ils ont été probablement hyper précurseurs dans la notion de star masquée, star avatar. Et chose que les gens savent moins, ils l'ont fait en réalité aussi à tous les niveaux du business, à tous les niveaux industriels, à toutes les choses qu'on ne voit pas, à commencer par leur contrat. Ils ont eu une approche hyper indé, ils ont signé leur premier maxi que tout le monde s'arrachait sur un label obscur écossais qui s'appelle Soma, que peu de gens connaissent. Et moi, à l'époque, j'ai une anecdote hyper rapide. À l'époque, j'étais vendeur de vinyle chez Chandisc. Et il faut avoir une idée que quand les Daft ont sorti leur maxi, chez Chandisc, on avait donc plein de maxi de musique électronique. Et on commandait en général les disques par 3, 4, 5. Et le Daft Punk, on les commandait par pile de 100. Et en fait, on en vendait 100 par jour. Et je crois que le chiffre à la fin, ça a été 90 000 ventes de maxi vinyle de Daft Punk. Et ça, à partir d'un label obscur écossais. Et pour terminer, ils ont donc, à un moment, ils ont eu besoin de moyens, mais ils ont signé chez Virgin, parce qu'en fait, Virgin leur a dit, nous, on vous donne des moyens, mais après, vous vous débrouillez, vous faites exactement tout comme vous voulez. Et ils ont donc pu garder leur autonomie, leur liberté et les moyens d'aller jusqu'au bout de leur vision. Et je pense que c'est un exemple particulièrement inspirant pour les Français, parce que nous, Français, on est petits, par définition, on ne nous fait pas forcément de cadeaux. Et en fait, les Daft, au lieu de se dire « Ok, il y a un énorme truc en face de nous, on va essayer de se faire une place dedans », ils sont passés à côté, ils sont passés entre les lignes, ils ont imaginé des choses hors des circuits classiques, et ils sont devenus, pour nous, un symbole de réussite française. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Jean-Baptiste, qui va vous dire pourquoi aujourd'hui il y a des choses qui marchent très bien dans la French Touch, et puis peut-être des choses pour lesquelles il faut qu'on se parle. Exactement.
Et avec Martin, on s'est parlé notamment, on va y revenir après. Slide suivant. Aujourd'hui, donc déjà, on est très content d'être ambassadeur de la French Touch. Donc c'est quelque chose auquel on croit très fortement. À l'image un peu de la French Tech pour toutes les boîtes technologiques en France, c'était important de s'occuper de l'industrie créative dans laquelle je fais partie, même si je suis vraiment sur la partie un peu plus deep, un peu plus dark de l'industrie musicale, puisqu'on est dans vraiment presque la musique tech. Cependant, on y croit beaucoup pour plusieurs raisons, puisque déjà premièrement, on a beaucoup de mal à recruter aujourd'hui des talents en France, dans le domaine de la tech. Moi, j'appelle ça la fuite des talents. Aujourd'hui, notamment, la France est une terre de créatifs exceptionnelle. On est des leaders dans le jeu vidéo, dans la mode, dans la musique. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment besoin de trouver quelque chose qui va fédérer tous ces gens-là pour les faire rester dans le meilleur pays du monde, qui est la France. Il y a plein de villes fabuleuses en France où il y a la tech qui se développe. Donc comment les faire rester? Donc, moi je parle aussi en connaissance de cause en tant qu'ingénieur. Je pense que les ingénieurs sont des personnes excessivement créatives et notamment nous les arrache dans le monde entier. Donc ça c'est un premier problème et je pense qu'on a besoin de se sentir appartenir à quelque chose qui serait potentiellement la French Touch. Et ça c'est très important pour rétendre, on va dire, les candidats et les faire rejoindre nos sociétés. Ça, c'est le premier point, donc quelque chose qui va nous rassembler. Et il y a une deuxième problématique qu'on doit adresser en ce moment, c'est le fait que, Maxime en parlait juste avant, les industries créatives sont cloisonnées aujourd'hui. Notamment, si on parle juste sur la partie musicale, donc à MWM, on fait des applications, j'en parlerai après, mais dans le domaine de la musique, les piliers qui sont dans cette industrie-là, qui sont bien évidemment les majors, qui ont tous les droits d'auteur, aujourd'hui, c'est très compliqué de travailler avec eux. Donc moi, j'ai créé la société il y a à peu près quasiment 10 ans. Il y a 8 ans, j'ai commencé. On n'a jamais réussi à se mettre d'accord avec ces leaders d'opinion dans le domaine de l'industrie pour trouver un business model nouveau pour monétiser autrement le contenu musical que les majors exploitent. Et donc la distribution de musique, en fait, a pas énormément évolué. Alors qu'en fait, on a des centaines de choses à développer autour de la musique. Donc notamment, on fait des jeux musicaux, on fait des applications pour apprendre la batterie, le piano, la guitare. Donc en fait, il y a plein de moyens de monétiser des contenus aujourd'hui qui sont, d'un point de vue droit, détenus par ces majors. Et c'est très compliqué, même si on a aujourd'hui une des plus grandes majors au monde qui est française, on a du mal à se parler, à innover, à trouver des nouveaux business models. Donc ça, c'est un premier point. Donc il faudrait qu'on arrête d'être cloisonnés. Nous, on est start-up tech, musique, on fait des apps, et puis à côté, il y a les majors, etc. Il faudrait vraiment qu'on arrive ensemble à se parler, et puis même voir un peu plus large. Il n'y a pas que la musique, mais il y a aussi, notamment MWM, on travaille aussi maintenant dans tout ce qui va être dessin, photo et vidéo, d'essayer de trouver comment on peut ensemble travailler, ce qu'on a déjà commencé à faire avec Maxime aussi, puisqu'on se parle pas mal avec Madbox. Voilà, d'essayer de décloisonner tout ça pour en fait qu'on soit ensemble plus fort. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc un manque de solidarité, il faut qu'on décloisonne tout ça, et je pense que la French Touch est un moyen, peut-être qu'on se parle et qu'on s'oblige à se parler pour qu'on soit plus compétitif, parce que notamment il y a une problématique que l'on a à justement ne pas s'entendre, c'est que par exemple on est que en France, on est 1% de la population mondiale, et aujourd'hui il y a des concurrents donc, par rapport à MWM qui sont dans le monde entier, notamment des Asiatiques, des Israéliens, des Américains, qui ont beaucoup de moyens. Et les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là où en Russie ou en Asie, on va avoir des règles extrêmement light au niveau de la gestion de comment on va dire respecter les droits d'auteur, etc. Et ben en France, on a d'autres règles et en fait, on a des avantages compétitifs par rapport à d'autres sociétés. Et ça, il faut qu'on ait l'aide donc justement des majors et des leaders d'opinion pour en fait essayer de réguler tout ça, ou en tout cas pour aider les boîtes françaises à aller être compétitifs par rapport aux boîtes étrangères. Donc je parle d'un cas précis, notamment avec 2 concurrents asiatiques avec qui on se bat depuis des années, que je ne citerai pas aujourd'hui, mais clairement, voilà, on a vraiment besoin de cette solidarité et de l'aide des leaders d'opinion sur la partie, je parle juste de la musique, mais en fait, ça concerne, je pense, tous les étages. Voilà, donc par rapport à ça, nous, ce qu'on voulait vous dire avec Martin, c'est qu'on y croit. Et en fait, si on y croit, c'est parce que, enfin, en tout cas, on a voulu vous donner un petit aperçu de ce qu'on fait et de comment on s'est rencontrés, parce que c'est un peu bizarre. Mais finalement, c'est peut-être pour ça qu'on y croit. On va d'ailleurs changer de slide. Il y a donc 5 ans, Jean-Baptiste est venu me trouver en me parlant de tous ces projets autour de sa start-up qui s'appelle MWM et dont il va vous présenter l'activité maintenant. Quand on s'est vu de manière très informelle et quand l'entretien s'est terminé, je suis allé voir mes équipes et je leur ai dit je ne peux pas ne pas soutenir ce mec qui est un peu fou, voilà, qui est un peu punk justement et qui a vraiment envie de faire bouger les trucs et en plus dans un domaine très proche du mien, la musique. Et moi j'ai aussi beaucoup découvert
grâce à cette rencontre, l'univers de la tech, et c'est ce qui m'a inspiré un projet que je vous exposerai juste après rapidement. Exactement. Donc après avoir effectivement tapé à toutes les portes, après avoir tapé à toutes les portes, j'ai eu la chance de rencontrer Martin et donc de le convaincre d'investir dans MWM. Donc juste en quelques chiffres, si vous pouvez passer. C'est bon. MWM, donc en gros, premier éditeur d'applications musicales au monde, 500 millions de téléchargements, 75 millions d'euros de levée, dont 50 millions l'année dernière. On est présent dans 180 pays. On est traduit dans 14 langues, on a une cinquantaine d'applications et on fait tout depuis Boulogne-Billancourt. On a ouvert récemment des bureaux à Bordeaux, à Pékin, on a ouvert donc à Berlin, on a des in-office en Madagascar, etc. Donc on est vraiment en train de s'étendre. Et effectivement, bon, il y a 8 ans, quand j'ai commencé avec mon meilleur ami Nicolas, on s'est dit, bah, tiens, c'était un peu fou, hein, on va changer l'industrie musicale sur le segment des DJ. On s'est dit, on va lancer la première app de DJ sur mobile. C'était en 2012, alors qu'il y avait Pioneer qui était leader du marché depuis 40 ans, je pense, à peu près. Et on s'est dit, bah voilà, on était étudiants, on sortait d'école d'ingénieur, on a fait ça. Et puis, bon, bah, ça a été 3 ans de galère. Alors, clairement, je passe la session investisseur parce que quand on fait des choses créatives, comme l'a dit juste avant très justement notre ami Maxime, bah, en fait, on a 99% de chances de ne pas y arriver. Donc clairement, bah, à l'arrivée sur un marché, lancer une application détrôner Pioneer qui est numéro 1 mondial depuis 40 ans, sachant que nous, en plus, on n'avait aucune compétence et connaissance ni en code ni en musique, c'était assez compliqué. Et donc personne effectivement nous a fait confiance et nous a accompagnés. Donc on a lancé donc, par hasard, entre guillemets, eDJing en 2012. Première année 3 millions, deuxième année 9 millions de plus, troisième année 20 millions de plus. J'accélère un peu, mais je passe un peu les étapes. Et après, de eDJing, on a lancé un éditeur d'applications musicales dans le but de permettre aux gens d'apprendre donc à devenir DJ, à apprendre la musique, à apprendre le piano, à apprendre la guitare. L'objectif d'MWM, c'est de permettre aux gens de se divertir de manière, on va dire, ludique, mais intelligente. Donc nous, en fait, nos concurrents, en vrai, hein, c'est Netflix, c'est Facebook, c'est le temps qu'ils passent sur des écrans à consommer du contenu de manière unidirectionnelle, sans forcément apprendre quelque chose. Nous, c'est vraiment développer leur créativité. Et donc, notre objectif, c'est de développer la créativité du grand public. Voilà. Donc ça, c'est le travail d'MWM. Et Martin nous a énormément aidés pour ça. Et donc, je te laisse maintenant la parole sur Alma, qui est un autre projet qui est en fait qui est la fin de l'histoire. Exactement. Qui est la fin de l'histoire. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que par la suite... donc je vais vous parler, pardon, excusez-moi, parce qu'on n'a plus de slide, mais c'est pas très très grave. Je vais vous parler donc j'ai lancé une application. Ah, c'est le slide d'après. Voilà, c'est celle-là. J'ai lancé une application qui s'appelle Alma Studio. C'est l'application des histoires audio sans écran pour les enfants dès l'âge de 3 ans. Et l'idée de cette histoire, elle est d'abord venue, bien sûr, de mon expérience de papa avec ma fille, avec qui j'ai commencé à utiliser les podcasts. Et ça marchait super bien, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'elle développait son vocabulaire, elle était intéressée, ça simplifiait des problèmes liés au sommeil qu'on avait particulièrement avec ma fille. Et donc là, j'ai commencé à creuser un peu le sujet. Et je me suis rendu compte que ça allait devenir carrément une question presque de santé publique, parce qu'on sait aujourd'hui que les enfants sont surexposés aux écrans dans des proportions assez graves. Il y a une étude de l'INSERM extrêmement récente qui montre qu'entre 2 et 3 ans, les enfants sont exposés dans les pays occidentaux à 3 heures d'écran par jour. Ça, c'est une moyenne pour les pays occidentaux et c'est actuel. La recommandation des experts, c'est en gros pas d'écran avant 3 ans et 1 heure modérée jusqu'à 6 ans. Et donc là, je me suis dit, bon, il y a un vrai truc à faire. Et en même temps, je galérais tellement à aller chercher un podcast sur telle appli, à chercher un podcast chez Radio France, qui sont très bien d'ailleurs, à aller chercher des podcasts partout. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas un Netflix de l'audio pour les enfants ? Et évidemment, j'aurais jamais osé même y penser, mais j'en ai parlé à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste m'a dit, fais-le. Et je me suis dit, c'est génial, c'est une bonne idée. Et puis c'est vrai que moi, après 20 ans de musique, j'avais aussi envie de compléter mon travail par un projet qui porte beaucoup de sens pour moi. Et c'est vrai que parler aux générations futures, pour moi, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens. Et donc, je me suis jeté dans cette folie. Mais en 1 an, on est devenu donc la 4e application enfant la plus téléchargée en France. Et on va
attaquer, sortir de notre beau pays et aller chercher des pays internationaux avec une application 100% française, 100% talent français. On travaille avec plein d'auteurs qui ont beaucoup de talent, plein de comédiens qui ont beaucoup de talent, et aussi avec des professionnels de l'enfance, de la médecine et des psychologues pour enfants, pour essayer de mettre des belles choses entre les oreilles et donc amener aussi une vraie valeur éthique et morale dans un projet très tech. Et donc je trouvais que c'était une belle histoire à vous raconter d'une rencontre un peu improbable entre secteur créatif et tech pour arriver à un résultat, j'espère, très French Touch. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous.